Bonjour, bienvenue à ce 9e Selling Café ou le premier de l'année, qu'on va consacrer à l'analyse et l'exploitation de la data pour la voile et le transport maritime. Il est encore temps de vous souhaiter d'abord une très bonne année, bien salée comme il faut, j'espère. Au sujet des Selling Café, vous pouvez retrouver tous les replays de l'année dernière sur le blog sellingvalley.bzh. Vous avez dans la petite colonne à droite un lien direct vers tous les replays et la version podcast. Je remercie les intervenants du jour qui vont se présenter, qui viennent des sociétés Predict, Team Bank Pop, North Sales, DICE Engineering, et Christophe qui va nous animer cette session et à qui je vais passer la parole dans une minute. N'hésitez pas à utiliser le chat que vous trouverez tout en bas à droite pour poser vos questions. On essaiera d'être vigilant, de les noter et Christophe ou moi seront le relais de vos questions. Et donc sans attendre, je vais passer la parole à Christophe qui va donc animer et présenter cette table ronde pour ce webinaire qu'on a hâte d'écouter. À toi Christophe. Merci, merci à Arnaud. Donc, je vais vous présenter les intervenants de ce 9e Selling Café Analyse et exploitation de la data, regard croisé entre la course au large et la propulsion vélique. On est allé chercher des intervenants du maritime, de la course au large, de la grande plaisance pour essayer d'avoir une somme d'expérience. Donc, on aura Wilfried Bolinois, responsable de déploiement de technologie chez Predict, Clément Durafour, qui travaille responsable données et performance du team Bankpop, Olivier Douillard et Maxime qui travaille chez Norse et Maxime Dupuis qui travaille chez DICE. Ils vont chacun vous présenter en moins de 5 minutes quelques slides sur ce qu'ils font et que ce soit une étude de cas ou leur entreprise. Et le but ensuite va être d'avoir un échange entre eux pendant le reste de cette heure qu'on va passer ensemble, aller s'interroger ensemble avec vos questions qu'on en attend aussi. Wilfried, si tu veux, je te laisse commencer. Très bien. Donc, Wilfried Bolinois, effectivement, je suis donc responsable de déploiement de technologie chez Predict. Predict fait partie de la marque Icanto. Donc, Icanto qui distribue des solutions et qui met en place des solutions pour ses clients autour de la cybersécurité, autour également des infrastructures en cloud soutenues par un partenariat fort avec AWS. Autour de la robotique également. Et puis, nous avons tout l'aspect data qui est porté donc, par une équipe, donc l'équipe Predict, et donc qui aide les industriels et les armateurs à gagner en performance. Donc, dans le transport maritime, comme dans les industries d'ailleurs, nous intervenons sur l'ensemble du cycle de la donnée. Donc, depuis sa collecte jusqu'à la mise à disposition d'outils d'aide à la décision. Et l'opération du navire jusqu'à son efficacité énergétique. Donc, il se trouve que le navire, c'est un formidable gisement de données. Donc, vous y voyez donc les différentes sources. Et l'idée, ce sera la première étape pour gagner en efficience, sera de collecter et de mettre en cohérence toutes ces données. Et c'est là que nous intervenons dans un premier temps. Et une fois que ces données sont collectées, nous allons pouvoir les enrichir, les fiabiliser et leur donner un peu plus de sens pour qu'elles puissent être plus facilement exploitées. Alors, quand je dis enrichir, je pense notamment à les rassembler, à les mettre en cohérence et à les fixer sur un même repère temporel, à les fiabiliser notamment en les rendant exploitables jusqu'à ce qu'elles aient du sens, à les enrichir donc
également pour qu'elles puissent intégrer les systèmes qu'elles décrivent, et puis aussi à les structurer de façon à ce que lorsque nos, nos clients finaux les exploitent, ils perdent moins de temps à préparer cette donnée. Voilà. Donc, le métier, en fait, va consister à délivrer une donnée in fine complète. Et par la suite, donc, dans les 2 derniers slides, je vais vous montrer quelques exemples de ce que l'on peut avoir comme données complètes. Donc ici, ce que nous voyons, c'est une retranscription donc, du voyage de navire. Donc ici, c'est un navire d'une capacité de 11 400 équivalents 20 pieds de la compagnie CMA CGM, et un affichage donc, de cette reconstitution sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, le navire a eu l'occasion de faire ses 4 rotations. Voilà. On le voit donc opérer dans la zone Europe, dans la zone Moyen-Orient, voire Inde, et puis autour de l'Afrique. On voit ces passages par le cap de Bonne-Espérance. On voit également ces passages donc, du côté de la mer Rouge. Alors, ce que l'on va faire avec ce type de restitution, hein, pour nous, l'objectif, c'est de faire de la donnée complète. C'est, par exemple, puisque cette restitution, elle est capable de contextualiser la performance du navire aux conditions environnementales, aux conditions également d'utilisation du moteur. C'est ici donc mesurer l'impact du vent, donc en opposition à la puissance développée par le moteur principal. Donc plus c'est rouge, plus c'est en opposition, et plus c'est bleu, plus ça a tendance à pousser le navire. Et donc cette connaissance est facilement lisible au travers de cette exploitation. Elle permet de voir effectivement qu'il y a certaines bouts de route, même s'ils sont très très proches, sur lesquels le navire a par le passé rencontré des freins. Et ça permet également peut-être d'enrichir donc pour des systèmes tels que l'optimisation de route, de la connaissance pour réduire en tout cas les freins que pourrait recevoir le navire lors de son trajet. Je passe à la troisième slide. Si Très bien, super. Alors, on a également eu l'occasion de développer une autre restitution, et là, plus dans l'objectif de donner un conseil a posteriori sur l'efficacité énergétique. Et là, ce que l'on voit, c'est effectivement donc une analyse donc qui contextualise donc le trajet du navire donc sur plusieurs mois, qui contextualise notamment un indicateur donc de l'efficacité du moteur principal. Donc c'est de l'usine électrique, pardon, de l'usine électrique. Donc là c'est la SFOC, la consommation spécifique des moteurs de cette usine électrique. Et on voit par la suite en dessous donc les différentes combinaisons des ingénieurs qui a été utilisées pour conduire cette usine électrique sur le trajet du navire. Voilà. Et donc, ce que l'on va tirer de ce type de restitution, c'est est-ce que l'usine électrique a été proprement conduite de façon plutôt optimale, et si il y avait des combinaisons d'utilisation des ingénieurs qui auraient pu être peut-être moins surconsommatrices. Voilà. Ok,
Super, merci Wilfried. On reviendra de façon sur ta présentation par la suite. Clément du Rafour, je te laisse te présenter et présenter tes slides. Merci beaucoup. Merci Christophe, bonjour à tous. Tu peux passer la première slide. Donc, je travaille au sein de l'équipe Banque Populaire pour le trimaran BP11 d'Armel Lecléache. Donc, je suis en charge de tout le traitement des données, de la définition de chacun des capteurs à bord du bateau jusqu'au traitement et l'exploitation des données en passant par la configuration des systèmes d'acquisition et l'enregistrement à bord. Voilà. Donc, sur l'ensemble de la chaîne d'acquisition et de traitement de la donnée. Donc, dans la course au large, en tout cas en ce qui nous concerne chez Banque Populaire, on peut se poser la question déjà pourquoi faire de l'analyse de données. La première chose et l'essentiel, c'est de comprendre comment fonctionne le bateau pour ensuite partager ces infos avec différents interlocuteurs dont on parlera ensuite, pour ensuite finalement optimiser et fiabiliser, optimiser l'utilisation du bateau, optimiser la plateforme, donc la partie technique du bateau, et fiabiliser évidemment dans un but de sécurité et de fiabilité des systèmes. Donc parmi toutes les études qu'on peut réaliser au long de l'année, je distingue deux types d'analyse de données. D'une part, l'analyse de performance, et d'autre part, l'analyse que j'ai appelée ici de comportement de plateforme de système. Donc, dans le cas de l'analyse de performance, on va utiliser des ensembles j'ai appelé des groupes logiques de navigation pour essayer de comprendre certains fonctionnements du bateau, pour essayer d'aller chercher des réglages optimum pour vraiment optimiser l'utilisation du bateau, tirer la quintessence, je dirais, de la plateforme disponible. L'objectif étant, sur le court terme, moyen terme, d'être vraiment le plus performant en course pour avoir, avec la plateforme, le trimaran qu'on a disponible à l'instant T. Voilà. C'est vraiment d'essayer d'être de tirer profit du bateau de la meilleure manière. Donc ça, c'est le premier type d'analyse qu'on peut faire, je détaillerai ensuite. Et ensuite, ce qui occupe pas mal, une bonne partie de mon temps aussi, c'est d'analyser le bateau d'un point de vue plus technique. On va d'une part faire des analyses d'événements ponctuels. Par exemple, quand on a cassé une pièce, on va essayer d'aller creuser dans les données pour comprendre d'où vient le problème, qu'est-ce qui a pu générer cet endommagement. Ou on va pouvoir faire aussi des analyses historiques pour essayer de comprendre dans le temps comment a pu évoluer le bateau, comment a pu évoluer une pièce, quels sont ses chargements, etc. Donc ça, là, on rentre plus dans un temps long où on va vraiment chercher à développer dans le temps le bateau pour aller vers plus de performance, mais aussi plus de fiabilité. Voilà, Christophe, tu peux passer la suivante. Donc là, dans le cas d'une analyse de performance, donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus visible du travail qu'on peut faire. C'est vraiment, à bord du bateau, on enregistre une très grande quantité de données. Et pendant les navigations et surtout après les navigations, en post-traitement, on va analyser toutes les données qui sont enregistrées. Alors, on n'analyse pas toujours toutes les données. Il y a un choix qui est fait en fonction de ce qu'on cherche à analyser. On va souvent, lors d'une analyse classique que je présente ici, on va d'abord parler des conditions, représenter la trace, donner des statistiques sur le vent, sur les conditions rencontrées pour avoir une certaine mémoire de ce que le bateau a rencontré. Ensuite, ça va prendre pas mal de temps, et
pas mal d'énergie pour vraiment comprendre et déceler des leviers de performance. On va essayer d'aller chercher vraiment des optimums de réglage. On a pu avoir fait des tests de différents réglages pendant une navigation ou en fonction des conditions, on va chercher des optimums sur le fonctionnement du bateau. On va parler de la performance générale en se comparant à différentes références qui sont les polaires ou d'autres tables de réglage qu'on peut avoir en interne. On va aussi s'intéresser à la performance de nos concurrents. Évidemment, on est dans un environnement sportif concurrentiel où on observe ce que font nos concurrents, on se compare en termes de performance et on essaie de voir dans le temps comment tout ça évolue. Voilà, et donc une analyse de ce type-là, elle n'a de sens que si on essaie de la faire vivre dans le temps, c'est-à-dire on essaie de la pérenniser dans ce que j'ai appelé une mémoire. Donc ça peut prendre différentes formes, des tableaux, des documents qu'on garde et qui sont lus, relus, partagés, échangés. Et donc tout ça, ça a aussi du sens évidemment que si ces informations sont partagées avec les navigants, avec le bureau d'études, avec les différentes personnes de l'équipe, les designers des voiles, etc. En fonction de ce qui est étudié, on va partager pour que ces informations qu'on a pu comprendre, détecter, analyser, qu'elles soient utilisées et qu'on puisse en tirer profit. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Christophe. On passe à la prochaine. Et donc, deux autres types d'analyses qu'on peut faire, donc qui sont des analyses plus techniques. J'en vois deux particulières. Donc, ça va être l'analyse, par exemple, d'un endommagement d'une pièce en navigation. Il se peut qu'au cours d'une navigation, on ait un vérin, un appendice, une pièce quelconque qui soit endommagée. Il peut y avoir 1000 raisons. Et donc, l'analyse de données va nous permettre souvent de comprendre justement les raisons de l'apparition de ce phénomène. Donc, ce qu'on appelle, nous, la phénoménologie de l'événement. On va essayer de creuser dans les données pour comprendre quelles ont été les causes et ou les conséquences de cet événement pour essayer de progresser, de faire évoluer cette éventuelle pièce si on doit en faire une autre. Voilà, et donc tout ça, ça se fait en collaboration avec le bureau d'études. Toutes les données qui sont exploitées, elles n'ont de sens que si on les partage avec les bonnes personnes pour pouvoir bien les utiliser. Et dans ce cas-là, c'est le bureau d'études du Timor populaire. Comment tu fais pour valoriser cette donnée-là à un moment ou à un autre, quoi? C'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Parce que si moi je garde l'information, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est que les intéressés. Donc, il faut générer le moyen de partager ces informations. Ok. Bon, on reviendra sur ça de façon. Clément, il y a déjà une question dans le chat pour toi de Benoît. Dans quelle mesure l'analyse de données, comportement et perf du bateau peut remettre en cause les choix d'architecture? Tu te la gardes dans un coin et on reviendra sur ça. Olivier, je te laisse présenter ton activité. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe. Mon activité, à travers un petit peu juste mon parcours récent qui a évolué. Donc aujourd'hui, je suis au bureau d'études chez North Sails, travailler sur des projets de Super-Yacht, d'Ultime, et puis aussi sur le Winship et tous les nouveaux projets là qui sortent un petit peu à droite à gauche. Et par le passé, j'ai travaillé beaucoup sur les données, sur la coupe, sur des projets Ultime avec Clément. J'ai créé M45, ce qui était une plateforme web d'analyse et de traitement de données. Voilà, donc assez sensibilisé aux données à travers, j'en parlerai un tout petit peu, l'évolution des données dans la course au large, parce qu'il y a eu une petite révolution quand même dernièrement, ce qui fait que il y a encore des choses à mettre en place et la maturité vient, mais c'est quand même assez récent. Donc voilà, donc aujourd'hui, North, pour avoir un aperçu un petit peu rapide, donc vous connaissez sûrement sur la partie course au large et voile en général.
Donc on est présent de manière globale. On a aussi une réponse globale vu que on fait partie d'un groupe dans lequel on a des acteurs comme Sonpar, Allspar, Future Fiber, donc toute la partie gréement, la partie voile, donc toute cette partie-là, elle est intégrée. On a une partie aussi maintenant, même un petit peu capteur avec Synapse, avec Selmon, avec donc il y a une réponse très globale aujourd'hui à la partie propulsion, on va dire. Aujourd'hui, Norse, il y a effectivement au niveau technologie, ça a toujours été un peu à la pointe, hein, donc avec la technologie 3DI. Et ce qui arrive aussi aujourd'hui, qui existe quand même depuis quelques temps, sur le Winchip avec le Dinari, qui est un gréement assez particulier. Je vais vous montrer des images. Donc voilà, donc aujourd'hui, Norse s'intéresse aussi à la partie cargo à travers une entité qui a été créée qui s'appelle Norse Winchip. Et donc le parallèle entre la partie course au large voile et la partie cargo se fait naturellement aujourd'hui au sein du groupe. Tu peux peut-être avancer. Donc voilà, aujourd'hui, pour la partie cargo, il y a ce Dinari qui, en fait, si on regarde bien, ça ressemble à ce qu'il y avait il y a des siècles à la marine à voile, mais c'est exactement ce principe-là qui marche bien, qui est présent sur des bateaux depuis 2006, depuis 2016, donc c'est quand même une technologie qui est vraiment aujourd'hui mature et qui permet une vraie propulsion de bateaux à des tailles importantes. Donc différents projets sont en cours, naviguent déjà depuis longtemps, donc il y a une fiabilité qui existe et d'autres projets sont en discussion aussi bien pour du super yacht, du gros bateau que des cargos à voile. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, donc aujourd'hui, les nouveaux projets qui vont sortir, donc il y a le nouveau bateau de Greenpeace qui va sortir, le Rainbow Warrior 3, il y a des catamarans de 50 mètres, il y a des nouveaux super yachts. Donc tout ça, c'est signé, ça va arriver dans les 2-3 années qui arrivent. Et puis il y a d'autres bateaux en discussion, notamment un cargo avec 3 Dinarig, un cargo de plus de 100 mètres, cargo pour faire du vrac. Super. Et après... Oui, Christophe? Non, tu voulais dire quelque chose? Non, je confirme bien que je suivais de près là le projet de Greenpeace qui permet vraiment de sortir le Dinarig du côté super yacht où il était peut-être un peu trop identifié, alors qu'il est aussi une réponse dans le transport maritime ou dans le navire de commerce plus conventionnel. Oui, complètement. Et c'est un système complètement automatisé, donc qui apporte énormément de simplicité par rapport à un système avec des voiles classiques où effectivement la manutention et l'utilisation se rapprochent plus d'un super yacht ou d'un voilier que ce qu'on a l'habitude de voir sur les cargos. Donc il y a une fiabilité qui est aujourd'hui prouvée. Donc c'est effectivement une réponse qui fait tout son sens aujourd'hui dans le monde des nouveaux bateaux. De propulsion bélique, comme tu le connais très bien. Alors après, si je vais sur la donnée un peu plus maintenant, en fait, dans la course au large, je pense il y a eu un saut technologique il y a à peine 10 ans là, avec l'arrivée des foils, et ça a un peu coïncidé avec l'exploitation des données. C'est-à-dire qu'auparavant, la donnée était un petit peu on mesurait le vent et on faisait un peu d'analyse de performance. Je dirais que c'était tout. Sur les anglo-saxons, avec la Coupe de l'Amérique ou d'autres projets, étaient un peu plus en avance que nous sur le développement des systèmes embarqués de mesure, de capteurs et d'analyse. Maintenant, l'arrivée des foils, en fait, a créé des besoins de connaissances. Clément en a parlé un peu, d'apprentissage, etc. Et donc, il y a des nouveaux systèmes de mesure qui sont arrivés, notamment la fibre optique ou des centrales inertielles un peu plus évoluées. Le pilotage est devenu de plus en plus compliqué. Donc voilà, il y a eu un besoin accru et c'est vrai que depuis un peu moins de 10 ans, là, ça s'est vraiment apparu. Je me souviens quand je travaillais donc avec l'équipe Digitana, la première fois qu'on a mis la fibre optique, on est rentré dans le monde de la haute fréquence et donc on a pu commencer à mesurer des effets dynamiques. Et ça a amené ce que j'appelle un peu la vie cachée du composite. Ça a amené beaucoup de choses au niveau de l'analyse de la structure, du retour d'informations, mais aussi des problématiques de traitement d'informations, de volume de données, etc., et d'outils, etc. Donc c'est assez récent dans le monde
quand même malgré tout de la course au large. Des exemples d'analyse, comment dire, Clément en a parlé, mais par exemple, on a pu analyser une classe de flotteurs. Avant, on ne voyait pas en analysant la centrale inertielle à haute fréquence, et c'est des choses qu'on ne voyait pas. Et je me souviens encore de l'image de montrer une analyse à 1 Hz, donc à une donnée par seconde, qu'on avait fait sur les mouvements du bateau, et c'était notre habitude et notre référentiel il y a 10 ans, et puis de la comparer avec l'analyse à 100 Hz, et puis de voir qu'effectivement on comprenait d'où était venue la casse et les chocs qui avaient été subis par la structure. Donc il y a vraiment eu une évolution très forte, et qui fait qu'on s'est rapproché, comme le disait aussi Clément, un peu plus de la maintenance industrielle, qui était plus proche du monde aujourd'hui, mieux connu du monde maritime, mais qui n'était pas très présent dans la course au large. Donc c'est un monde que la course au large, un domaine où la maintenance est en train de devenir supportée par la data et en train d'arriver à grands pas, et on voit bien quand on voit les efforts sur le dernier Vendée Globe par exemple, c'est très important. Okay. Donc voilà, rapidement, donc sur le Winship, je pense qu'au niveau de la donnée, il y a plusieurs choses qui apportent. Nous, on est habitué dans la course au large à avoir aussi de la donnée par rapport à la performance, donc du routage. Maintenant, suivant le type de propulsion, là je parle de propulsion VX, si on parle de propulsion d'assistance, il va y avoir des données qui vont servir à la fois pour la performance et pour le routage, ou alors plus sur de la maintenance. Et là, il y a aussi un crossover où avec notre expérience sur l'analyse de données de perf pour le routage, on va avoir un retour vers la course au large, et peut-être que le maritime aura plus un retour vers la course au large avec la maintenance prédictive, ou du moins la maintenance industrielle. Et après, je voudrais juste soulever un point qui est commun en fait à la course au large et au monde de la donnée, et qui est peut-être un peu moins technique, mais avant tout, la donnée, c'est un processus d'apprentissage collectif, et ça demande une stratégie particulière. Il y a des contraintes fortes, et il suffit pas de sortir des bons outils pour réussir à pouvoir exploiter correctement la donnée, et surtout être assez efficient, c'est-à-dire de ne pas mettre en place des systèmes qui soient très lourds, très complexes, pour une utilisation in fine assez faible dans les process de décision, à la fois opérationnels ou stratégiques. Donc cet aspect-là, je pense que pour moi, on a été, dans ma pratique, assez vite confronté à ça. C'est-à-dire que l'acceptation par les acteurs de la donnée et l'intégration de la donnée dans tous les process de décision interne, c'est pas une petite affaire, il faut pas la négliger, et ça demande des compétences et des particularités très fortes. Je fais souvent le parallèle avec le monde de l'open data. Quelles règles il faut aborder, et il faut avoir une vraie stratégie data, voilà, derrière des outils qui peuvent être très performants et quelque part très attrayants. Mais il faut pouvoir mettre en place un process derrière qui soit cohérent, et notamment avec des problématiques, peut-être qu'on en parlera un petit peu, mais qui, pour moi, me paraissent assez important. Cette donnée, c'est un flux d'informations depuis le capteur jusqu'à des acteurs de la décision. Et en fait, la propriété de la donnée et le partage de la donnée, comment il se fait et comment la donnée est un petit peu libérée au sein de tous les acteurs, en sachant qu'aujourd'hui, tous les acteurs autour d'un bateau, Wilfried en a bien parlé, un bateau, c'est un système très complexe, très complet, et tout le monde en a besoin pour être le plus efficient possible. Il suffit pas de développer un super moteur, je sais pas quoi, si ça a des contraintes ailleurs, enfin, etc. Donc, il y a énormément d'informations générées par la donnée. C'est un vrai sujet, et c'est un vrai travail collectif, et donc ça demande aussi des règles au cours de la gestion de la donnée. Et c'est vrai que la propriété de la donnée, c'est un sujet auquel on a été confronté assez rapidement. Chacun la gardant, et dès que tu la vois passer, tu la gardes. Olivier, donc voilà. On va revenir sur ce thème de toute façon, parce que je te confirme que la propriété de la donnée, ça va être clé tout au long du processus. Et à partir de quand en fait, le propriétaire change? Est-ce que c'est parce qu'il l'apporte et il exploite cette donnée-là? Est-ce que celui qui est à la source de cette donnée-là, que ce soit l'armateur ou donc la team
ou celui qui a l'outil, et il y a une question de Pierre sur le chat sur ça. Intelligence embarquée est-elle stratégique pour l'optimisation des cargos, et est-ce que c'est sur étagère ou pas? Et donc, à quel moment est-ce que le constructeur est aussi le constructeur du capteur et propriétaire de cette donnée-là? On reviendra sur ça. Je donne le bâton de parole à Maxime. Maxime, si tu arrives à te tenir en 5 minutes, tu es formidable pour ensuite qu'on puisse interagir entre nous. Merci. Ok, ça marche. Merci beaucoup Christophe et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Très rapidement, une petite intro sur D-ICE pour ceux qui connaissent pas. En gros, à D-ICE, on a un peu 3 technologies basées sur des cœurs scientifiques assez poussés, que ce soit en modélisation de navires, en contrôle, donc pour faire après des autopilotes, des systèmes de positionnement dynamique, des choses comme ça, et en routage météo. Et donc derrière, en termes de produits pour nos clients, c'est des jumeaux numériques de navires et de l'intelligence embarquée. Donc là, Christophe, tu peux passer à celle d'après. En termes d'intelligence embarquée, là, c'est un peu notre produit phare, donc Oceanix. En fait, c'est une passerelle de navire. C'est-à-dire que pour Canopée, par exemple, on a fourni, là, l'image que vous voyez sur le côté, c'est sur la gauche, c'est la passerelle de Canopée. Donc pour Canopée, on a fourni à la fois les EC10, donc c'est les cartes marines électroniques, on a fourni l'autopilote et on a fourni le système de routage, donc on peut voir qui est sur la table à cartes là qu'on voit sur la deuxième diapositive, et tout l'aspect monitoring des performances du bateau. Donc c'est là où la donnée rentre en jeu. Juste le volet qui est important dans ce système Oceanix, c'est que c'est un système unifié et donc il y a une communication directe entre l'EC10 où on fait les cartes marines, enfin on planifie sa route, le routage météo, on a directement accès, ensuite on analyse son routage, on exporte sa route, ça repart directement dans l'EC10 et ensuite l'autopilote peut suivre tout ça. Donc voilà, ça c'est globalement notre proposition de valeur à D-ICE. Si tu passes à la suivante, Christophe. Je passe sur la suivante. Ouais. Là, du coup, je voulais juste aborder 2 volets. D'abord, accéder à la donnée dans le transport maritime, accéder à la donnée, et ensuite, comment exploiter cette donnée-là. Accéder à la donnée, c'est un peu difficile dans le maritime parce que les bateaux sont instrumentés, mais l'accès à ces instrumentations n'est pas forcément évidente. Et aussi, parfois, on a des capteurs qui sont peut-être un peu moins bien calibrés que dans la course au large où la performance est vraiment primordiale. Donc, en fait, très souvent, alors déjà, de base, tout navire a un autopilote et donc tout autopilote a accès au capteur du bateau. Ça, c'est réglementaire. Il faut bien que l'autopilote sache l'angle des safrans, et puis même, la propulsion, et puis qu'il ait accès aux conditions environnementales pour pouvoir décider de la bonne stratégie de contrôle. Mais pour autant, en fait, souvent, en termes de propriété de données, donc on en parlait juste avant, c'est le propriétaire de l'autopilote qui devient propriétaire de cette donnée, puisque c'est lui qui l'a ingérée, qui l'a filtrée, qui l'a traitée, et puis qu'après la met à disposition de l'armateur. Et du coup, quand on arrive en tierce partie derrière pour faire de l'analyse de performance, très souvent, l'armateur, en fait, il n'a pas eu accès à ces données-là, parce que ça coûte cher. Et donc, ça nous arrive régulièrement de discuter avec des armateurs et de leur demander de la donnée de navire. Ils en ont pas. Et du coup, tout ce qu'ils peuvent nous donner, c'est des noon reports. Ça, pour le coup, c'est quelque chose de réglementaire où les marins, tous les jours, doivent relever un certain nombre de choses sur les paramètres du bateau et sur les différents capteurs, et font ça tous les midis. Enfin, tous les jours, en tout cas. Donc ça, c'est bien parce que c'est réglementaire, c'est obligatoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une certaine analyse de la part de l'opérateur qui rentre les données, donc il va pas mettre des valeurs complètement aberrantes. Donc on s'affranchit un petit peu de l'incertitude capteur. Et ce qui est super aussi, c'est que quand le bateau est en opération depuis 2 ou 3 ans, et ou même plus, depuis 5 ans, et on a forcément 5 ans de noon report. Donc ça, c'est bien, on a plein de données sur plein d'endroits sur la Terre, et puis donc, on couvre beaucoup de conditions environnementales différentes. Par contre, on a une donnée par jour, donc c'est difficile d'en faire quelque chose. Et on peut avoir le biais humain parce que par exemple quand le marin rentre l'état de la mer, si jamais il est un peu stressé, il va peut-être surestimer l'état de la mer ou inversement. Donc ça, c'est un peu compliqué. L'autre volet, c'est les données capteurs. Donc là, Predict rentre en jeu, ou alors tous les fournisseurs d'autopilotes. Donc nous, là-dessus, on a un intérêt avec notre système Oceanix, c'est qu'on a de fait accès à toutes les données du bord. Donc ça, c'est super parce que c'est de la haute fréquence. Qu'on a énormément de paramètres.
Sur les bateaux de commerce, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis là, maintenant, sur les bateaux hybrides, il y a encore plus de paramètres à ingérer. Et puis après, le souci, c'est que du coup, c'est difficile d'accéder à ces données-là. Donc ça, je pense que Prédic pourrait en reparler aussi. Je pense que souvent, il y a une barrière à l'entrée quand même pour aller se brancher sur tous les capteurs du bateau. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une volonté forte de l'armateur. Et puis, il y a besoin de faire pas mal de traitements de données. Voilà. En plus, ce que j'avais noté, c'était le fait que les capteurs, souvent, typiquement les flowmeters, alors que pourtant monitorer la conso d'un bateau, c'est hyper important. Ces capteurs-là, ils sont très difficiles. La fiabilité est pas très élevée. Avoir des locks juste pour avoir la vitesse du bateau, ça, sur les bateaux de commerce, ils sont très souvent encrassés, et puis très souvent ils marchent pas bien. Et puis les stations météo, souvent elles sont au-dessus de la passerelle, enfin au-dessus du château. Et du coup, il y a plein d'autres instruments, donc il y a des masquages, donc c'est pareil, pas évident. Tu peux passer à la suivante, Christophe. Ouais. Là, du coup, très vite, 2 applications. Une première application, c'est utiliser cette donnée. Donc, si jamais on a de la donnée haute fréquence, par exemple, utiliser cette donnée pour recaler les jumeaux numériques. Nous, à DICE, par exemple, on fait des jumeaux numériques, des polaires de performance de bateau qui sont en 5 dimensions, donc vitesse bateau, vitesse du vent, angle au vent, hauteur des vagues et angle des vagues. Si on prend une discrétisation comme celle que j'ai écrite ici, qui est pourtant pas une discrétisation si importante que ça, on est à 15 degrés pour l'angle au vent, 15 degrés pour les vagues, 1 mètre pour la hauteur de vague et puis 0,5 nœuds pour la vitesse bateau. Là, on est direct à plus de 500 000 points. Donc, ça fait plein de précalculs à faire. Bon. Mais ça nous fait du coup des cases qui sont quand même relativement grosses quand on voit la discrétisation. Et du coup, là, par exemple, ce que je notais là, c'était qu'on a travaillé avec un client qui avait 1 an de données. Déjà, sur ces 1 an de données pour filtrer et pour récupérer que la donnée qui est intéressante et sur laquelle on peut vraiment en tirer quelque chose, il n'y en avait que 30% qui étaient pertinentes. Et ces 30%-là, ça couvrait que 1% de la polaire. Du coup, ça, je trouve que ces chiffres-là, ils sont assez parlants. On va dire que faire de l'update de polaire juste à partir de données, c'est un peu compliqué parce qu'on va juste recaler à certains endroits, mais il y a plein d'endroits qui ne vont pas... Ce 30%, je me permets de poser quelques questions en même temps, mais ce 30%, tu l'expliques par quoi? Par de la donnée, par la fiabilité des capteurs, donc du bruit dans les capteurs, des choses comme ça, ou alors aussi par des moments où il y a que certains capteurs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, ou alors le bateau qui navigue pas tout le temps. Donc là, sur 1 an d'opération, tu vois, on retombe que sur 30% de. Ouais. Ok. Très bien. Et je te laisse présenter le dernier cas et on reviendra sur les questions. Ouais. Là, le dernier cas, c'est juste l'autre intérêt d'avoir de la donnée, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose qui est hyper important pour le maritime et en particulier pour le transport à la voile, c'est de qualifier la navigation et de tamponner un petit peu les économies associées au fait de mettre des voiles ou alors à la manière d'opérer le navire. Pour faire ça, on rejoue des voyages. Pour rejouer des voyages, faut avoir récupéré de la donnée du bord. Et donc, l'intérêt de ces post-voyages-là, c'est à la fois de bien comprendre ce qui s'est passé en termes de météo, en termes d'opération, de faire un retour d'expérience. Si jamais on se rend compte qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, du coup, essayer de voir ça avec les marins pour comprendre où est-ce que comment on aurait pu faire mieux. Tamponner pour les savings et puis aussi qualifier les capteurs. Donc là, j'ai juste mis ça, par exemple, c'est sur Canopée, là en dessous. Ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est qu'en bleu foncé, en bleu clair, c'est la mesure de l'anémomètre qui est du coup au-dessus de la passerelle. Alors Canopée, vous voyez un petit peu la forme qu'il a, donc il a un avant très bombé, là, une étrave très bombée. Donc forcément, le vent qu'il a, quand on a le vent de face, il y a une accélération forte qui est faite par la superstructure, par la coque du bateau. Et donc en orange, c'est la donnée ERA5, donc la donnée de vent récupérée, réanalysée. Donc ce qu'on voit très bien, c'est qu'on a un offset qui est important et qui est pas du tout constant. Et ça, là, du coup, il aurait fallu que je mette aussi la direction du vent par rapport à l'axe du bateau. Clairement, entre, du coup, si on est vent de face ou vent arrière, on n'a pas du tout les mêmes corrections à apporter au capteur. Donc la donnée de capteur, en fait, elle est justement là. Pourtant, c'est quand même un cargo à voile qui a du coup des bons capteurs. Mais malgré ça, il y a quand même un travail à faire sur l'interprétation. Ouais, là, sur ton graphe, il peut y avoir presque jusqu'à 10 nœuds de correction, quoi, presque. Alors après, se rajoute à ça le gradient, qui est que le capteur,
passerelle, Ouais. donc il est, je sais pas, à 35 ou 40 mètres versus les 10 mètres de la donnée météo. Ouais. Et Ok. juste la toute dernière chose, c'était que même si on a plein de données, quand on fait des post-voyages comme ça, on n'a pas forcément exactement toutes les contraintes que les marins ont pu mettre à bord et ont pu avoir. Donc, il y a quand même besoin aussi de boucler avec les marins pour être sûr de bien modéliser leur navigation, quoi. Hmm. Donc, Ouais, voilà. donc toujours à ce lien avec l'utilisateur qui est important. Ce que je retiens aussi, c'est l'importance du Noon Report et en fait la difficulté d'avoir un accès à de données à bord quand tu ne maîtrises pas de A à Z. Par exemple, j'imagine que sur un projet comme Bangkok, vous vous concentrez sans doute plus de données, mais Wilfried aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse sur un projet comme vous avez vu avec CMA, c'est cet accès à la donnée, cette propriété de données, comme Olivier disait. Il y avait une des questions du chat, c'était de savoir est-ce que la donnée est en permanence envoyée à terre ou est-ce que elle est collectée à bord et une fois par mois, il y a une personne qui envoie ça. Alors, Wilfried, je te donne la main et ensuite les autres, vous n'hésitez pas parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Très bien. Dans le cadre de CMA-CGM, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement pu collecter cette donnée en quasi temps réel. Le processus qui a été retenu, c'est qu'on met en place un produit donc qui concentre l'ensemble des données, qui les met en cohérence, qui envoie ces données toutes les 20 minutes à terre, et donc ça fait du quasi temps réel. Et cette donnée ensuite sert à réaliser donc pour l'ensemble des parties prenantes de CMA-CGM différentes analyses, et nous aussi qui nous alimentent pour construire nos algorithmes permettant donc d'apporter une donnée plus complète et d'aider CMA-CGM dans son analyse de la performance. Donc là, c'est bien CMA qui vous envoie ça directement à Predict. Non, c'est Predict qui collecte les données directement à partir de l'écosystème de CMA-CGM. Bon, ensuite, il y a tout un processus, on va dire, métier pour accompagner cette collecte. Si bien que, donc, il y a des ingénieurs data qui viennent apporter des conseils en termes d'architecture, parce que toutes les données ne sont pas disponibles forcément sur le même support. Et donc, il est nécessaire de mettre en place un réseau où les différentes sources qui vont récupérer ces données vont être interconnectées. Il faut pouvoir discuter avec les bons protocoles avec les différentes sources. Et donc, ça, c'est aussi un des obstacles, ou en tout cas un des verrous qui est rencontré lorsque l'on met en place cette collecte des données. Puis, il faut pouvoir fiabiliser tout ça. Fiabiliser dans le sens de la sécurité. Et donc, il y a aussi les contraintes de l'armateur. Il y a aussi les derniers standards en matière d'authentification protocolaire, d'analyse des logs, etc., etc. Et donc, tout ça fait que nous avons intégré donc l'ensemble de ces contraintes, de ces exigences dans une collecte de données qui est robuste, très très robuste, puisque on arrive à collecter, ce ne sont pas des batchs de données, j'insiste bien, on arrive à collecter 6 mois de données quasi ininterrompues. Voilà. S'il y a eu des interruptions, c'est parce qu'il y a eu des sources qui ont été interrompues temporairement. Et l'intérêt aussi de cette collecte des données, c'est que lorsqu'une source arrête d'émettre, on est en capacité d'alerter immédiatement l'armateur et il peut faire une vérification sur la source, demander un redémarrage par le maker, etc., etc. Donc, et à ce propos, je pense que Clément, est-ce que vous avez sur cette propriété de données-là, vous avez le même souci chez Bangkok ou pas? Avant ça, je me permets de dire justement, Wilfried, il y avait le sujet de la cybersécurité. Il y a eu un Sailing Café il y a quelques semaines sur ça.
où justement ces problèmes de protection de données sont importantes. Clément, oui. En ce qui concerne nous, Banque Populaire, on génère de la donnée à bord qui est collectée sur un data logger. Et ce data logger, il enregistre l'ensemble des données à haute fréquence. Et pendant la navigation, il envoie chaque minute un certain nombre de données. Il n'envoie pas toutes les variables, il n'envoie que les variables les plus importantes qui vont pouvoir être observées de manière brute par l'équipe. Ces données elles sont envoyées sur un serveur à distance. Et donc, on va pouvoir observer ce qui se passe à bord. Mais on envoie des données à 0,1 Hz, donc une donnée toutes les 10 secondes. Donc, c'est vraiment de la très basse fréquence. Et ça permet de faire un suivi des réglages du bateau, de sa performance globale et de son comportement sans rentrer dans le détail. C'est presque plus de la sécurité que de la performance. Et puis après, une fois que le bateau arrive à terre, on récupère l'ensemble des données avec toutes les variables et à haute fréquence, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire des analyses plus spécifiques sur la performance ou sur des éléments de la navigation. Ok. Olivier, si tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou d'autres? Non, non. La collecte de données, effectivement, si je reviens à la haute fréquence, il y a aussi une manière de la traiter en temps réel pour pouvoir faire ressortir de l'information de la haute fréquence, mais de pouvoir la transmettre à très basse fréquence. Et donc de pouvoir même à la fois avoir à terre, comme disait Clément, un suivi, mais aussi en temps réel, de pouvoir être alerté et de travailler sur le dynamique, mais en s'affranchissant un petit peu des problématiques de haute fréquence. Donc ça veut dire faut bien traiter sa donnée, enfin savoir exactement ce qu'on cherche pour là c'est des process qui vont bien, même dans la haute fréquence. Juste un petit truc pour pour compléter ce que disait Maxime. Effectivement là, et on est concerné avec effectivement le Winship. On est très avide d'avoir du retour d'expérience de ce type de bateau parce que c'est quand même assez nouveau malgré tout. Donc il y a plein de phénomènes de charge notamment qui sont très intéressants pour nous en termes de dimensionnement des voiles. Et la référence, c'est effectivement la force du vent. En fait, sur nos bateaux en course au large, on a des tables de configuration assez complexes et c'est un vrai savoir-faire de savoir configurer ces tables-là pour avoir une lecture du vent la plus réaliste possible, en sachant que chaque configuration de voile fait changer en fait la lecture du vent par des systèmes d'upwatch. C'est exactement ce que décrivait Maxime tout à l'heure. Et ça veut dire qu'il doit y avoir un travail permanent, en fait, quelque part, c'est ce que nous, on fait en course au large, permanent de réglage et de configuration de ces tables. Et ce travail-là, c'est une connaissance que nous, on a développée, que tout le monde ne fait pas d'ailleurs en course au large, parce que c'est pas un petit sujet. Mais ça veut dire aussi que dans la partie Winship, c'est quelque chose que les opérateurs, à un moment, vont devoir intégrer pour pouvoir qualifier cette donnée et pouvoir avoir une référence de vent qui soit la plus propre possible pour que derrière, après, on puisse exploiter les données et remettre dans le contexte les données du bateau le plus fidèlement possible. Donc, c'est pas un petit sujet, mais il faut savoir que c'est une connaissance et qu'il faut faire intégrer. Et tu parlais tout à l'heure des changements, des transitions. Effectivement, toute l'information que tu récupères des données, ça va avoir des implications auprès des opérateurs, mais ça, c'est pas un petit sujet de les faire changer, de les faire évoluer et de changer les process, qui dans le monde maritime sont sans doute beaucoup plus lourds que la souplesse et l'agilité qu'on peut avoir dans la course au large. Peut-être que des fois, dans la course au large, on va un peu trop vite d'ailleurs, mais peut-être qu'ils vont un peu lentement dans le maritime et qu'il faudrait trouver un juste milieu entre les deux. Il y a une agilité qu'on trouve dans la course au large qui est un peu plus difficile à trouver dans le milieu maritime industriel. Mais ce que j'entends moi, c'est qu'il y a toujours quand même un sujet de quelle est la fiabilité de la donnée que je vais recevoir, quelle est la véracité de cette donnée-là, et finalement le traitement pour réassurer, si on veut, que ma donnée correspond à la réalité, elle est importante.
N'hésitez je pas pour rajouterais les juste intervenants. Ouais, Juste un vas-y, petit vas-y. truc là-dessus, c'est qu'effectivement, pour gagner dans cette fiabilité, la première chose, ça va être vraiment d'impliquer les opérateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire c'est eux qui produisent la donnée. Et il faut vraiment les impliquer pour qu'ils prennent conscience de la plus-value de ce qu'ils font et de la plus-value de la donnée. Et donc, ils vont mettre de l'énergie et de l'attention pour avoir une donnée de qualité, de produire une donnée de qualité. Mais pour ça, il faut qu'on les informe que la donnée, elle sert vraiment à quelque chose. Elle a permis d'optimiser le voyage, d'optimiser la route, d'optimiser la consommation ou de la maintenance. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie boucle. La donnée, il suffit pas de l'envoyer. Et il y a un moment, il faut qu'il y ait un feedback au plus près des opérateurs pour les impliquer dans ce process d'apprentissage. Et ça, c'est super important. Sinon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la donnée, elle peut être générée, en fait, personne ne la regarde d'abord. Et donc, après, derrière, la donnée, elle est pas bonne, donc mes analyses sont pas bonnes. Ouais, La boucle, il faut on en faire revient fonctionner. sur. Il faut une donnée qui soit utilisée, utilisable, et en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que. Pour les autres intervenants, si vous avez des questions dans le chat qui vous paraissent intéressantes, Olivier, pendant qu'il est là, les capteurs que vous utilisez ou même les autres, je vais chez un industriel, chez un fabricant de capteurs, que ça soit pour l'auto, l'aéro, et je les mets sur mon navire, je les plug juste. C'est aussi simple que ça. Ouais. Oui, effectivement, aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sous-traitants et suivant le type de capteur, on va chercher de l'information. Après, la problématique sur les bateaux, mais comme le disait Wilfried, pareil, c'est de concentrer, c'est de créer un hub de données où ça va être exploitable. Ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus en course au large, mais qui sont propres à la course au large aussi de par quand on voit les bateaux du Vendée Globe au niveau des efforts, et voilà, il faut quand même des produits qui soient assez robustes. Et donc là arrive aussi le sujet d'exploitation de la donnée. Soit la donnée elle est vraiment disponible pour tout le monde, soit la personne qui a centralisé ces données, en fait, capte la donnée et garde la propriété de la donnée. Et là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la distribue et comment ça se passe, là, c'est un sujet qui, je pense, le monde maritime est bien au courant et pour lequel j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est en tant qu'utilisateur, pour moi, c'est un vrai sujet d'accéder à la donnée en sachant, à mon sens, le producteur de la donnée, en fait, c'est l'armateur ou c'est le navigant, parce que c'est lui qui produit la donnée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus celui qui récupère techniquement la donnée qui la garde. Donc, comment cette boucle-là peut évoluer, je ne sais pas. Peut-être que Maxime peut répondre à ça ou compléter ce Exactement. genre de sujet. Moi, j'aimerais bien continuer sur ça parce qu'il y a ce qui est intéressant, c'est que l'armateur a finalement pas forcément accès à sa propre donnée. C'est ce que Maxime nous dit là. Et en tout cas, moi, j'ai la même expérience sur un autre projet sur lequel j'ai travaillé. Maxime, pour DI, on a une question dans le chat aussi. Pour l'ensemble de votre service, acquisition de données, instrumentation, pilotage, est-ce que vous utilisez votre propre plateforme de développement ou vous utilisez des solutions du marché? Donc, après les capteurs, plutôt sur ce traitement-là? Ouais, justement, là, j'avais vu la question et l'historique un peu de DICE. Au début, on était plutôt sur les moteurs scientifiques, donc faire des algos de pilotage, de tout ce qui est traitement de données, parce que pour les autopilotes, il faut faire du filtrage, du traitement de données et tout ça. Et la partie routage météo. Et du coup, au moment où on était un peu en train d'avancer et d'avoir des solutions qui commençaient à être concrètes, on se disait qu'on allait faire plutôt des partenariats avec des fournisseurs d'autopilotes, par exemple, pour mettre notre système de pilotage derrière, à l'intérieur, en fait. Et en fait, ça, on s'est vite rendu compte que c'était juste impossible de faire un partenariat comme ça avec une grosse société des sociétés comme Kongsberg ou ils allaient jamais mettre nos algos à l'intérieur de leur système. Et comme on voulait quand même mettre nos systèmes sur les bateaux, là, on s'est dit, en fait, on va être obligé de développer notre propre autopilote. Et donc là, l'autopilote, il y a quand même une barrière à l'entrée par rapport à des systèmes de routage. C'est que c'est des systèmes qui sont certifiés, comme c'est des systèmes critiques pour la navigation, donc autopilote et carte marine, les EC10.
c'est des systèmes certifiés. Donc là, on a pris pour 2 ans à peu près de développement au moment où on a pris cette décision-là. Ce qui fait que aujourd'hui, pour les marins, c'est super d'avoir notre système parce que ils ont un système unifié. Mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup de développement pour le faire. Et donc là, pour le coup, on maîtrise toute la chaîne, c'est-à-dire que notre autopilote, il est connecté directement aux actionneurs et à tous les capteurs du bateau. On fait nous-mêmes tout ce qui est traitement de données, filtrage et réussir à faire de la détection de mauvaises données. Et puis après, tout ce qui est, dont Wilfried parlait tout à l'heure aussi, c'est le fait que la donnée soit cohérente et avec les bons samplings, enfin qu'on ait vraiment un jeu de données exploitable. Ça, c'est nous qui le faisons aussi. Et derrière, ça nous donne donc ce dont je parlais tout à l'heure, là, les ouvertures sur le recalage de polaire de navires, etc. Et puis aussi l'analyse dans le routage, quoi. Donc aujourd'hui, c'est sûr que, c'est vrai que tout ce qu'on utilise, on n'utilise pas des outils sur étagère, on a vraiment redéveloppé toutes les technos. Et donc c'est pour ça aussi que ça nous a pris du temps, hein, parce que DICE, là, on fête nos 10 ans. Donc et notre premier système sur Canopée, on l'a installé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc ça a pris quand même du temps de développer tout ça, mais pour des bonnes raisons, quoi. Et juste pour répondre à la deuxième question d'Océane sur la partie routage. En fait, au début, le constat aussi, pourquoi on s'est mis à faire du routage, c'est qu'on se rendait compte que c'était pas du tout les mêmes algos qui étaient utilisés pour la course au large et pour le transport maritime. Donc on a voulu essayer de trouver d'autres algos, donc pas des isochrones, qui marchent à la fois pour le transport maritime et pour la course au large. En course au large, on a beaucoup travaillé avec Clément d'ailleurs. Et donc là, on a eu des algos qui marchaient pour des bateaux conventionnels et pour des bateaux à voile et qui, du coup, étaient pertinents pour des bateaux de transport maritime hybride. Et donc, on voit très bien que un Canopée ou un Neoline, donc ces deux bateaux-là vont avoir, vont avoir pour Neoline qui fait sa mise à l'eau aujourd'hui d'ailleurs, notre passerelle. Et quand on regarde les routes qu'ils font, c'est pas du tout les mêmes routes. Il y en a qui, justement, un Neoline, il ressemble plus à des routes vraiment de voiliers. Un Canopée, il ressemble plus à des routes de bateaux conventionnels. Même si, quand il y a des bonnes conditions météo, on voit vraiment des routes qui ressemblent à des routes de voiliers. Enfin, on voit vraiment que le bateau joue avec la météo. Mais voilà, bon, ça, après, c'est pas tellement sur... Non, mais très bien. Il nous reste 3 minutes. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à contacter par mail ou à prendre les profils LinkedIn des personnes. On a encore quelques échanges, mais Wilfried, pour revenir sur le projet que vous nous avez présenté avec CMA. Oui, c'est quoi les principaux défis là, que vous avez eu sur ça si vous devez répondre en 30 secondes? Alors, les principaux défis ont été de délivrer une donnée, pour le coup, de haute fréquence et également fiabilisée. La fiabilité, c'est également, et pour la rendre exploitable, c'est également analyser cette donnée, parce que l'armature n'est pas tout le temps en capacité de le faire. Analyser cette donnée, regarder la plage de fonctionnement, par exemple, d'une température, de moteur, regarder un ensemble de caractéristiques physiques et vérifier qu'elles sont on va dire, dans une plage qui a du sens et qui n'est pas génératrice de valeurs aberrantes. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on a été en capacité de faire. Et de supporter également la coordination pour la mise en place du produit permettant cette collecte des données. Voilà. Ok, très bien. Olivier, un mot de la fin, une chose à rajouter? Non. Il y a plus, je pense qu'il y a des grosses passerelles, mais je reste sur l'enjeu de la donnée, la gestion de la donnée, où c'est un vrai projet et il faut s'en occuper collectivement et voilà. Voilà. Clément, ouais. Ouais, un mot de la fin. Je dirais que c'est pour répondre aussi un peu à une question précédente. Ce qui importe dans notre métier, c'est vraiment d'arriver à partager la donnée avec les bonnes personnes pour l'enrichir. Enfin, cette donnée, elle n'a de valeur que si on l'exploite correctement et qu'on la partage avec les bonnes personnes qui l'utiliseront au mieux. Donc ça, c'est vraiment le défi d'arriver à ne pas générer trop de données qui ne servent à rien et surtout arriver à bien exploiter
des données qui sont de qualité, bien calibrées et évidemment bien triées, parce que là aussi il y a un gros enjeu sur la sélection des informations. Donc, on pourrait en parler des heures, là, je pense. Comment échanger, effectivement, il y a des interactions avec Maxime, avec Olivier, et en fait, on échange des données qui sont différentes, de différents types, des données qui sont brutes, qui sont déjà traitées. Voilà, et il manque aussi ici des architectes avec qui on échange aussi beaucoup d'informations. Toutes les équipes n'ont pas les mêmes stratégies de partage d'informations, mais c'est vraiment là qu'est la clé. Ok. Maxime, tu as levé la main avant qu'on se déconnecte? Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Olivier sur l'accès à la donnée. Nous, ce qu'on remarque en tout cas, c'est que vraiment que ce soit les marins, quand ils ont un système à bord pour monitorer la donnée de leur bateau, ou que ce soit la Terre, les gens adorent pouvoir analyser leur bateau, quoi. Et donc il y a un vrai intérêt. C'était plus un manque d'accès, mais derrière, une fois qu'il y a un accès qui est possible et puis une bonne visualisation derrière, que ce soit pour les marins ou pour la Terre, il y a une vraie envie de creuser et de comprendre la manière dont sont opérés leurs bateaux, quoi. Ouais. Donc, ok. un bon plaisir. Merci à vous quatre. Arnaud, je te laisse conclure. Oui, merci aussi de ma part. C'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de questions. On aurait pu passer la matinée à traiter le sujet. Donc, je pense qu'on y reviendra sous une forme ou sous une autre, un nouveau Selling Café ou une conférence comme on les mène de temps en temps. On va peut-être essayer de prendre les questions, de les proposer à la rédaction de réponse à nos intervenants s'ils ont le temps, et d'en faire un article sur notre blog sellingvalley.bzh, de manière à pouvoir peut-être traiter certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Effectivement, je rappelle sinon qu'il y a 2 Selling Café qui traitent de la data sur la cybersécurité et sur les jumeaux numériques qu'on a un petit peu évoqués aujourd'hui. Et pour terminer, je vous donne rendez-vous à notre prochain Selling Café qui a lieu le mois prochain et qui traitera du retour technique du Vendée Globe. Alors, tous les marins seront peut-être pas tous encore arrivés, mais on va tenter de traiter le côté technique, technologique de ce Vendée Globe qui est toujours aussi passionnant. Donc voilà, merci à nos intervenants. Merci Christophe pour cette brillante animation. Et puis, je vous souhaite bon vent à tous. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.